Alors, donc, pour essayer de corriger donc l'exercice 12 sur les équations radioactives. Donc, à chaque radioactivité proposée donc en bêta+, gamma, bêta- ou une alpha, on a donc le noyau père et on cherche donc le noyau fils, connaissant donc la particule qui était mise à la sortie. Si on prend la première équation de radioactivité, donc une équation nucléaire, on part de l'oxygène 15, donc c'est un isotope, qui n'est pas stable, qui va donc se désintégrer spontanément tout seul. Lorsqu'il va se désintégrer, il va émettre donc une radioactivité de type bêta+. Lorsque c'est de la bêta+, la particule qui est rejetée, c'est un positon, donc d'écriture 0, 1, E. Alors on lui marque le plus pour dire effectivement que c'est une radioactivité bêta+, qu'il est positon. Comme donc on a une conservation, ça permet de répondre à la question d'en même temps, donc du nombre de protons, du nombre de nucléons, on doit trouver donc une espèce qui ici va donc présenter 7 protons, nombre de nucléons 0 pour le positon, 15 pour l'oxygène. Donc on a trouvé l'espèce qui s'écrirait tout au moins en termes d'identité avec 7 protons. Donc pour ça, il faut une classification périodique. Dans la classification périodique, on s'aperçoit que c'est de l'azote qui est donc le noyau fils. Alors dans l'écriture exacte, normalement, il faudrait que ce noyau fils il soit donc dans un état excité. Donc on va lui mettre une petite astérix dessus. Et en fait, on va écrire donc la désintégration finale, c'est-à-dire lorsque le noyau fils va se désexciter, qui va perdre toute son énergie de vibration, donc en marquant le noyau fils excité, et qui va passer donc au même noyau fils, simplement sans l'astérix, en disant qu'il va émettre une radioactivité de type gamma. Donc gamma, c'est vraiment une pure énergie. On aura simplement donc des émanations d'énergie sous forme de lumière et ou sous forme de chaleur. Et on reprend la même démarche donc pour tous les autres exemples. Donc pour essayer de gagner de la place, on ne fera pas dans cette partie des astérix et puis du gamma, mais on aura toujours en fait à répéter cette opération pour les équations qui vont suivre. Dans le cas du tritium, en bêta-, donc on a 3H1. Bêta-, ce qui en ressort, c'est donc l'émergence d'une particule de type électron, donc -1. Donc la particule qu'on a trouvée devrait donc avoir tout au moins en termes de caractéristiques, 2 protons. 3 ici, et donc pour lui, donc on a donc de l'hélium. En C, on a une particule, enfin tout au moins une radioactivité de type gamma. Particularité de type gamma, c'est qu'on nous a déjà donné donc l'élément Pa, donc avec 91. Cet élément donc Pa qui est du protactinium, lorsqu'il est donc dans son état excité, il redevient toujours du protactinium, seulement il s'est désexcité. On marque plus gamma à la sortie. Pour le D, donc on doit avoir l'émergence d'une particule de type alpha. Donc particule de type alpha, c'est celle qui revient souvent lorsque les noyaux sont très lourds, comme le polonium. L'émergence de cette particule alpha, c'est un noyau complet d'hélium 4, 2. Donc comme on a donc un noyau d'hélium qui sort avec 2 protons, il nous en reste 82. Et les 82 protons, on va les trouver pour le noyau de plomb. On a utilisé 4 nucléons sur les 212, il en reste donc 208. Pour l'équation E, donc on est en bêta-, on part du carbone 14. On sait que, comme on est en bêta-, qui est donc une émergence d'un électron à la sortie, ce qui signifie que pour lui, on doit trouver un élément qui donc présente 7. On se retrouve encore dans le cas de l'azote, donc 7, 14. Alors, pareil que tout à l'heure, encore en état excité, et après on a la deuxième étape, où on libère l'énergie gamma pour la désexcitation. Donc si on prend donc l'équation F, donc on a donc un noyau d'or, donc AU, 79, qui va donc avoir l'émergence d'un noyau alpha, donc on va dire du 4, 2, noyau d'hélium. Sur les 79, il va donc nous en rester 77, et 77 protons, ça nous amène en fait à de l'iridium. On était parti de 172, donc on a consommé 4 nucléons pour l'hélium. Il va en rester 168. En G, pareil que tout à l'heure, c'est une radioactivité de type gamma, ce qui veut dire que les simples
notation apportée au fluor radioactif excité, et bien en fait ça va rester du fluor, mais désexcité, plus gamma. Et enfin le H, donc on a une radioactivité de type β+, ce qui signifie que l'émergence de la particule est d'existence du type positon, 0 plus 1. On part donc de Rn, numéro 86, c'est du radon. On est donc à 201, et donc lorsqu'on fait donc la conservation de la matière avec le nombre de protons et le nombre de nucléons, on doit tomber donc sur l'élément qui fait donc 85. Donc 85 c'est l'astat, et on est donc à de l'astat 201 lorsqu'on va donc avoir l'émergence d'une β+. Alors dans l'exercice 15, on s'intéresse donc à l'uranium 235, isotope naturel présent dans la croûte terrestre. Notre intérêt ici, c'est d'écrire donc l'équation de désintégration de l'uranium 235 lorsqu'on est donc sous une désintégration de type alpha. Donc de l'uranium 235, donc U 235 c'est le nombre de nucléons. Si on regarde bien donc dans la classification périodique de l'uranium, ça se trouve avec un nombre de protons qui vaut 92. Donc avec les 92 protons, on est censé donc montrer que dans la désintégration alpha, il y a donc la libération d'un noyau complet d'hélium. Donc là ici, on va récupérer la radioactivité alpha. Et donc par conservation de la matière, donc des protons et des nucléons, on va donc trouver normalement ici un élément qui vaut 90. Sur les 235 nucléons, il nous en restera 231. 90, si on prend donc la classification périodique, ça sera ce qu'on appelle du thorium. Donc T majuscule, H minuscule. On essaye de respecter la police puisque on y a toujours pour un atome la première lettre en majuscule, la deuxième en minuscule. Si on met deux majuscules, en fait on change d'atome et du coup ça devient une molécule. Ce qu'on veut maintenant, c'est déterminer le nombre de noyaux radioactifs. Donc un nombre de noyaux, on les appelle grand M, pour le nombre de noyaux, qui serait contenu dans une masse, alors là par contre on a l'information, de 3 grammes d'uranium-235. Et si on regarde bien les données, on nous donne donc des masses molaires, et on donne aussi donc la constante d'Avogadro. Ce qui est important de trouver aussi, ce sont donc les unités. Constante d'Avogadro, donc on va passer par la quantité de matière, vu qu'on est en mol-1, et il existe donc un rapport avec la masse molaire qui elle s'exprime en grammes mol-1. On va essayer de se souvenir aussi comment est-ce qu'on peut définir cette quantité de matière, parce que finalement tout va passer par elle. Le nombre de moles, petit n, c'est petit m sur grand N, donc masse sur masse molaire. Mais l'autre formule qu'on utilise très peu, et justement c'est le but de la radioactivité, c'est celle où on évoque donc le nombre de noyaux dans cette quantité de matière, dans tous ces sacs de matière qu'on serait capable de faire, divisé par Na, le nombre d'Avogadro, qui lui correspond au nombre d'entités dans un seul sac de matière. Et nous on connaît donc la masse, on connaît la masse molaire, on connaît Na. Si on fait donc un petit peu de transformation mathématique, le nombre de noyaux radioactifs, c'est la masse multipliée par le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Donc à l'application numérique, on va trouver que le nombre de noyaux, après calcul, sera d'environ 7,69 10 puissance 21 noyaux à l'intérieur des 3 grammes d'uranium. Déterminer donc la constante radioactive lambda. Donc la constante radioactive lambda, on peut la déterminer donc avec ln de 2 divisé par T1,5, sauf que dans ce cas-ci, pour l'instant, j'ai pas le temps de demi-vie. En revanche, ce qu'on donne dans l'énoncé, mais il existe donc une autre formule qui relie donc l'activité au nombre de noyaux qui est présent justement radioactif. Donc c'est A qui est égal à lambda fois n. Et c'est justement cette seconde relation qu'on va utiliser, moyennant donc l'utilisation d'une activité massique qui est dans les données. Le nombre de noyaux n, on vient de le calculer. On peut donc en déterminer lambda. Donc si on s'applique et qu'on ne fait pas d'erreur de calcul, donc c'est donc A divisé par n. Alors il ne faudra pas oublier ici que notre activité à nous, par rapport à la donnée, il faudra donc la multiplier par m, donc c'est-à-dire par la masse
qu'on nous a donné. Et on va trouver donc une activité, enfin tout au moins une constante radioactive lambda qui vaut approximativement 3,12 10 puissance moins 17 secondes moins 1, puisqu'on va tout donner par rapport au temps des secondes. En déduire son temps de demi-vie. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le temps de demi-vie, c'est donc logarithme de 2 divisé par lambda. Une fois qu'on a posé la formule, on peut utiliser donc directement l'application, et on va tomber sur un temps de demi-vie t qui vaut à peu près 2,22 10 puissance 16 secondes. Donc son noyau fils se désintègre à son tour en thorium, en déduire donc la particule émise lors de la désintégration. Donc ce que l'on sait, c'est que l'élément thorium va devenir à son tour du thorium. Ce qui signifie simplement qu'il est donc dans un état excité, qu'il va donc restituer un noyau de thorium désexcité et donc plus gamma. Et donc on va donc avoir une particule gamma, donc les énergies sous forme de lumière et de chaleur qui sont émises. On va se proposer donc de corriger l'exercice 29 sur l'hypertension et volume sanguin. Donc en fait, ça fait clairement partie donc des applications qu'on peut trouver de la radioactivité en médecine. Donc ceux qui préparaient le grand oral, alors non pas d'apprendre un exercice par cœur, mais tout au moins la présentation, elle pourrait être intéressante dans la démarche de ces 5 minutes d'exposé, où on peut donc lier une spécialité avec une question d'actualité, une question scientifique et une question d'orientation. Donc on a ici donc un sujet d'examen où le patient souffre d'hypertension, et ce qu'on va faire, c'est que donc, on décide donc de prescrire donc au patient une injection donc dans le sang de 10 ml d'une solution contenant du sodium 24 à une concentration de 1 10 puissance moins 3 mol par litre. Donnez donc la composition du noyau de sodium 24. Donc sodium 24, tel qu'il est donné, c'est parce qu'en fait dans l'écriture, on va en fait le 24, il indique le nombre de nucléons. Donc ce qu'il faut faire, c'est se munir d'une classification périodique. Comme ça, on peut retrouver aussi donc l'autre information qui nous manque, à savoir le nombre de protons, 11, son numéro atomique, ce qui permet donc de déterminer qu'à l'intérieur, on va donc avoir pour, et on parle bien donc du noyau, c'est ça qui est important, qu'il y a donc 11 protons. On a donc 24 nucléons. Mais ces 24 nucléons, dedans, il y a ce qu'on appelle des protons et neutrons. On a les deux entités. On sait déjà qu'il y a 11 protons, donc par soustraction, on sait qu'à l'intérieur, on va trouver 13 neutrons. Écrire son équation de désintégration β-. Donc β-, ça veut dire que ce sodium 11, β-, il va donc éjecter en β- un électron. Donc, conservation de la matière oblige, c'est-à-dire en termes de protons, donc en termes de nucléons. Si j'étais à 11 et que j'ai moins 1, il me faut un élément donc, qui soit donc à 12. 0, donc je vais conserver le 24. Et donc, lorsqu'on est à 12, on prend une classification périodique et on s'aperçoit qu'on va tomber sur du magnésium. Alors, en tout cas, moi, pour mes élèves, je le fais. Je demande que, on sait que dans la première désintégration, on sera dans un état excité. On passe par la suite à un état donc, de désexcitation du noyau fils, où on va conserver donc, le même noyau. Simplement, il sera dans un état désexcité et on a libération du gamma, donc on a libération de radioactivité sous forme d'énergie à l'intérieur. Déterminer ensuite donc, la quantité de matière de sodium 24 introduite et en déduire le nombre de noyaux. Donc c'est-à-dire que notre relation, c'est que C est égal à N divisé par V. Donc on veut N, donc on va faire C fois V, formule relativement classique jusqu'à présent, ce qui permettra donc d'en déduire une quantité de matière petit n. Donc on a donc 1, 0, 10-3. On en injecte un volume de 10 ml, donc c'est-à-dire 10 et 10 puissance moins 3. Pour rappel, je pourrais faire convertir les unités que de changer la valeur. Donc on a 10-3, 10-3. Donc on serait donc du coup à 10-6. Puisqu'on a le 10, on est donc à 1, 0, 10 puissance moins 5 mol. On parle d'une quantité de matière. Il faut en déduire le nombre de noyaux. Le nombre de noyaux, c'est donc la formule qui permettra donc de lier petit n, vu qu'on fait le calcul, avec grand N. Et la seule chose à voir entre deux, c'est donc justement la définition de cette quantité de matière. Le nombre de mol, c'est le nombre d'éléments que je peux mettre dans tous mes sacs.
petit n. Or, pour un sac de matière, pour une mole, on met un nombre Na qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Vu que nous on cherche grand N, on aura donc à opérer petit n fois Na. Donc ça c'est une formule à bien garder en tête. Et si on fait l'application numérique, on va tomber que n est égal à 6,02, 10 puissance 18 noyaux, puisqu'on parle bien donc d'un nombre de noyaux ici. Alors, je vais relire la question, peut-être que ça ne se voit pas assez bien là-dessus, pour la question 4. Donc, écrire l'expression de la loi de décroissance n en fonction du temps. Donc, en fonction de n0, qui étant le nombre de noyaux initial présent à l'échelle du temps, et de t1,5, le temps de demi-vie. Donc, communément, ce qu'on cherche à vous faire apprendre, c'est que donc, le nombre de noyaux à l'instant t, nt, c'est le nombre de noyaux initial, injecté à la personne, ou trouvé en référence tout moins, que multiplie exponentielle de moins lambda t. Et surtout, on n'oublie pas de dire que lambda, c'est ce qu'on appelle donc la constante de désintégration, la constante radioactive. Et cette constante, elle vaut L, ln de 2, divisé par t1,5. Donc on pourrait très bien associer donc les deux formules et dire ensemble qu'on peut créer donc la troisième, celle attendue, vu qu'on nous dit qu'on doit le faire en fonction de t1,5, que ça serait donc n0 que multiplie exponentielle moins ln de 2 t sur t1,5. Comme ça, on a l'expression globale. On vient ensuite donc dans les questions donc, de calculer le nombre de noyaux au bout de 7 heures, sachant que le temps de demi-vie du sodium, donc là ça va, on n'a pas de conversion à le faire, on nous dit que le temps de demi-vie, il est à 15 heures. Donc nous, notre travail, quel serait donc le nombre de noyaux au bout de 7 heures, donc à t égale 7. Si on fait donc le simple calcul, en n'oubliant pas que ce que nous avons calculé tout à l'heure, c'est le N0, ici, puisque c'est ce qu'on injecte au patient. On va donc appliquer le N0 que multiplie exponentielle moins ln de 2, que multiplie les 7 heures, divisé par les 15. Je me permets effectivement de ne pas mettre des zéros par rapport aux valeurs. C'est histoire de gagner du temps et surtout par grande paresse. On va donc avoir donc, dans le calcul, d'accord, sur la calculatrice, le résultat suivant. Donc reste à peu près 4,36, 10 puissance 18 noyaux. Au bout de 7 heures, on peut considérer que le sodium 24 injecté s'est réparti uniformément dans tout le système sanguin. On prélève 10 ml du sang du patient et on analyse à l'échantillon qui permet de déterminer une quantité de matière, petit n, de 1,4 10 puissance moins 18 mol restant de sodium 24. On déduire le volume sanguin du patient pour en déduire du coup si effectivement cette personne a un volume supérieur à 7 litres. Donc si on prend déjà donc l'information du nombre de moles qui nous est donné, ça permet donc d'en déterminer le nombre de noyaux radioactifs que l'on a à cet instant-là, donc moyennant que n petit n fois n1, donc on est sur la même base de calcul, on obtiendra donc 8,43 10 puissance 15 noyaux présents. Et on est du coup sur une différence qui est relativement importante du nombre de noyaux qui est encore radioactif au bout de 7 heures, puisqu'on se place au bout des 7 heures, par rapport à l'échantillon que l'on a. Donc en déduire donc, le volume sanguin du patient pour en conclure si effectivement cette personne souffre de ce que le médecin appelle donc une hypertension. Comme on a une différence de noyaux présent donc à la fin dans le sang du patient qui est censé être réparti, on peut donc en déduire qu'effectivement il y a une espèce de phénomène de dilution puisque j'ai un nombre de noyaux qui est moins important dans mon prélèvement. Alors, tout au moins je le présenterai comme ça, c'est-à-dire que les 4,36 10 puissance 18 correspondraient finalement en attente en termes de patient à quelqu'un qui aurait donc un volume de 7 litres. On en trouve 8,43 10 puissance 15. Donc si on fait un produit en croix, on va tomber sur un différentiel qui fait 1,35 10-2 litres. Donc on a présence ici donc d'une personne qui va donc avoir en fait une dilution par rapport à ce volume-là. Donc effectivement, on a un volume V qui est supérieur à 7 litres. Alors, on va proposer donc la correction de l'exercice 30 sur la datation de la carotte glaciaire.
Donc l'idée, c'est donc de faire l'étude de glace en utilisant en fait comme élément le chlore 36 qui est constamment redoublé donc normalement dans l'atmosphère et qui une fois dans la glace n'existe plus. Ce renouvellement n'existe plus et que ce chlore 36 diminue au cours du temps. Donc donner la composition du noyau du chlore 36. Et on est bien d'accord, on s'intéresse toujours que au noyau. Donc on a 36 pour sel pour le chlore. On vient une classification périodique, on aura donc 17. C'est-à-dire que pour lui, donc, on a donc 17 protons. On va lui trouver donc à l'intérieur donc l'équivalent de 19 neutrons, vu qu'on fait la différence par rapport au nucléon. Préciser en quoi le renouvellement du chlore 36 dans les eaux de surface est important pour la datation. C'est important puisque ça veut dire que s'il n'y a pas de renouvellement, le nombre de noyaux qu'on va avoir de chlore par rapport au temps, il va chuter. On sait qu'on doit avoir une décroissance. Donc vu qu'on va avoir une décroissance et qu'il n'y a pas de renouvellement, eh bien en fait, ce qu'on peut faire, c'est remonter le temps. Donc on va pouvoir dater l'époque à partir de laquelle il n'y a plus eu de renouvellement pour le chlore. Donner l'équation de désintégration du chlore 36 en sachant qu'on obtient un noyau d'argon. Donc on a le chlore 36. Quand il se désintègre, il va donner donc de l'argon. L'argon, il se trouve dans la classification périodique avec le numéro 18. Sous-entendu que ici, on cherche simplement la particule qui est rejetée derrière. On doit avoir conservation de la matière, donc je dois arriver à 17 en partant de 18. Le seul moyen, c'est d'arriver à une particule qui vaudrait moins 1. Et la seule particule en radioactivité qui fait moins 1, c'est donc l'électron, c'est-à-dire qu'on est en β-. Et comme on a donc le 0, et bien en fait on conserve pour l'argon le numéro 36. Donner le nom de la particule émise et le type de radioactivité mise en jeu, β-, y en éjecte un électron. Donc de fait qu'on arrive à analyser ce qu'on écrit, on gagne du temps. Ensuite, on a la variation temporelle du nombre de noyaux radioactifs, dN de T, donnée par la relation suivante en équation différentielle. Résoudre l'équation différentielle. On se retrouve dans un système d'équations différentielles similaire à ce qu'on peut voir avec donc, les condensateurs, égal ceci. Sinon, on peut se proposer aussi de passer par le système de dérivées primitives, ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc ici, on va avoir moins dN sur n, qui est égal à lambda dt. En fait, on fait une permutation entre numérateur et dénominateur. Comme on a donc dn sur n, ça ressemble en mathématiques à avoir la forme de f' sur f. Et de l'autre côté, donc j'ai x avec une espèce de x', vu que je n'ai pas la même variable. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça, on va dire en mathématiques, de manière très grossière. L'idée, c'est de passer donc à la primitive. On va remonter le système de désintégration, donc on a dn sur n, et on va faire l'intégration de moins lambda dt. Comme on passe donc avec dn sur n, on sait qu'on passe à logarithme de... Alors il y aura un moins que je vais conserver dans tous mes calculs. N par n0. Et on va voir lambda fois t moins t0, puisque je dois faire des deltas. Comme nous on veut donc un système d'équations différentielles, la solution se présente sous forme d'une exponentielle, donc ça permettra d'enlever le ln. Alors le moins, je vais le passer de l'autre côté, j'aurai ln n sur n0, moins lambda, t moins t0. Passant l'exponentielle qui permettra donc, fonction inverse, d'enlever le logarithme népérien. On va donc avoir exponentielle de moins lambda, t moins t0. Et comme je veux donc une solution qui m'exprime le nombre de noyaux n à l'instant t, ce sera donc n0 que multiplie exponentielle moins lambda, t moins t0. Et donc ça, c'est la solution de l'équation différentielle. Donc ensuite, dans la question numéro 6, donnez donc la définition du temps de demi-vie. Alors le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux qui resterait serait égal à la moitié du nombre de noyaux initial injectés ou présents dans l'échantillon. Calculez alors la valeur de la constante radioactive. Lambda, c'est ln de 2 divisé par t1 demi. Donc j'ai fait une parenthèse que j'avais donc les données qui étaient sur une autre page et j'aimerais conserver toutes les informations sur une seule page afin de faire les calculs. Donc ici, donc nous on veut donc le lambda. Donc lambda à calculer à une constante donc, de radioactivité de 2,3
30, 10 puissance, moins 6, année, moins 1. Puisqu'en fait, le temps qui nous est donné, le temps de demi-vie, est en années. Ensuite, on cherche à déterminer l'âge T1 d'un échantillon de glace prélevé dans une carotte glaciaire en Arctique, pour lequel on a 75% des noyaux de chlore 36 par rapport à l'échantillon récent de même masse présent. Donc l'idée, c'est de donner le rapport de N T1 sur N0 pour le morceau de glace. Si on nous dit qu'il n'y a plus que 75% des noyaux radioactifs, c'est-à-dire que le rapport vaut 0,75. Exprimer alors donc et calculer T1 de l'échantillon. Et bien en fait, N sur N0, ça revient en fait à cette partie-ci dans le calcul précédent. Donc on va voir que nos 0,75, c'est égal à l'exponentielle de moins lambda T1 et moins T0. Puisqu'on le fait par rapport à un échantillon donc initial. Donc vu qu'on veut exprimer et qu'on a donc besoin de ce T0, on va se placer au fait que T0 est égal à 0. Calculer donc T1 de l'échantillon, il faudra enlever l'exponentielle. Donc on va avoir ln de 0,75 est égal à moins lambda T1. Donc par petit calcul mathématique, on va voir que T1 est égal à moins ln de 0,75 divisé par lambda. Si on fait l'application numérique, on va tomber sur T1 qui vaut 125 079 années. Question 9. La glace contient également donc des bulles du dioxyde de carbone, des CO2. Expliquez pourquoi la datation au carbone 14 est inadéquate. Eh bien, sans véritablement faire de calcul, on va simplement analyser. Comme j'ai un temps de demi-vie qui est beaucoup plus long pour le chlore que pour le carbone 14, ça veut dire qu'à l'échelle du temps, je peux aller beaucoup plus loin que lui-même. Si on avait dû faire cette même démarche, on ne peut pas en fait remonter aussi loin dans le temps, parce qu'en fait, à 125 000 ans, je n'ai déjà plus de carbone 14. Tout a déjà disparu. Donc au plus loin, je peux remonter par rapport à ce temps-là.